Les policiers se sont précipités vers nous. Je leur ai montré du doigt la maison et les buissons, d'où, d'après moi, le coup était parti. Après le coup de feu, j'ai regardé par-dessus mon épaule droite vers la borne d'incendie d'où était partie l'explosion, que j'avais pris pour un pétard. Et là, j'ai vu monter une petite fumée. Ce dont je me souviens le mieux, ce sont les policiers accourant vers nous, en sortant leurs pistolets. Les policiers s'éloignaient en courant de l'endroit d'où était parti le coup de feu, au lieu de se diriger vers lui. La police qui surveille l'hôtel depuis la borne d'incendie ne met que quelques secondes pour arriver sur le lieu du crime. Un peu plus tard, un avis de recherche est lancé sur un homme blanc et une Ford Mustang. La nouvelle de la mort du militant pour les droits civiques fait le tour du monde. America is shocked and saddened by the brutal slaying tonight of Dr. Martin Luther King. I ask every citizen to reject the blind violence that has struck Dr. King, who lived by nonviolence. He was challenging the staff to remain nonviolent, not because we were afraid, as they so often say, but because we're living in a sick world, and the pathology and the sickness and the neurosis of Memphis and of this racist society in which we live is that really pulled the trigger. Well, I've strongly objected to many of the tactics that the doctor used, but I think that turning to this kind of violence is, in my judgment, about the most un-American thing that anybody can do. Dès le lendemain après-midi à Memphis, le ministre de la Justice, Ramsey Clark, annonce les premiers résultats de l'enquête menée par le FBI. J'ai essayé d'examiner toutes les preuves. Et très vite, il y en a eu beaucoup. Beaucoup plus que d'habitude dans une telle enquête. Et toutes concordaient pour désigner l'action d'une seule personne. Les recherches étaient immédiatement lancées contre un homme appelé James Earl Ray, un prisonnier évadé condamné pour attaque à main armée dans un supermarché. Mais l'homme qui avait le meilleur motif pour cet assassinat était peut-être celui qui avait signé le mandat d'amener Edgar Hoover, chef du FBI. Le cheminement des militants noirs à travers les États du Sud était accompagné de violences et d'actes de revanche. Des églises étaient prises d'assaut, des lieux de rassemblement envahis, des coups de feu mortels tirés sur les participants aux manifestations. King et sa famille étaient la cible de nombreux attentats. Lors d'une séance de dédicace de son livre, une femme noire essayait de le tuer à coups de couteau. King en réchappait par pure chance. Les enquêtes du FBI contre les crimes racistes aboutissaient rarement à des mises en accusation. En revanche, Edgar Hoover avait mobilisé des agents secrets et mis les dirigeants noirs du mouvement sur écoute téléphonique. Au début, le FBI avait mis le Dr King sous surveillance, car ils étaient convaincus que son conseiller le plus influent, Stanley Levison, un avocat blanc de New York, avait quelques années auparavant été étroitement mêlé à des affaires de financement occulte du Parti communiste. Les archives des écoutes du FBI, dont la plus grande partie est encore aujourd'hui inaccessible au public, n'apportent aucune preuve concernant une quelconque influence communiste. Mais Hoover avait obtenu du président Kennedy et de son frère Robert, ministre de la Justice, l'autorisation de continuer la surveillance et les écoutes téléphoniques sur King et ses collaborateurs. Il n'existait en Amérique aucun dirigeant qu'Edgar Hoover ne puisse contrôler, sauf un, Martin Luther King. Une fois, dans une église, nous avons trouvé un micro-espion sous le pupitre.
Le révérend Abernathy l'a sorti et a dit « Toi, petite punaise, je ne sais pas si tu joues en ce moment pour le bureau de Hoover ou celui de Johnson, mais tu peux leur dire que nous allons être libres et nous voulons qu'ils le sachent. »